La conversation scientifique par Étienne Klein. Je voudrais commencer par évoquer la mémoire d'Alexandre Grothendieck, qui est mort le 13 novembre dernier, à l'âge de 86 ans. Cet homme semble avoir eu plusieurs vies successives entre sa naissance le 28 mars 1928 à Berlin et sa mort à la mi-novembre. Il fut d'abord un chercheur génial, un mathématicien, puis un écologiste radical au début des années 70, puis un ermite retiré du monde pendant plus de 23 ans. Pour respecter sa volonté d'effacement, je ne devrais même pas prononcer son nom, ni même parler de ses travaux. Alexandre Grothendieck a réussi l'exploit d'avoir été l'un des plus grands mathématiciens et d'être devenu le plus discret de tous. Un autre mathématicien, Misha Gromov, qui reçut le prix Abel en 2009, est sans doute celui qui a le mieux défini le génie de Grothendieck. Il dit « Cet homme a introduit une nouvelle manière de penser. Une manière de penser importante non seulement pour les mathématiciens, mais pour toute la pensée humaine. C'est une manière de penser où l'on commence par rassembler les choses simples, les choses évidentes. Pour Grothendieck, le plus important était toujours quelque chose que l'on a sous les yeux. Et son génie consistait en partie à saisir le potentiel créatif de ces choses évidentes que n'importe qui d'autre aurait négligé. Alors que lui s'arrêtait à cela, le formalisait et en faisait quelque chose d'extraordinaire. » Fin de citation. Cette phrase de Misha Gromov, cette idée qu'une nouvelle manière de penser peut être importante non seulement pour les scientifiques, mais pour la pensée tout court, m'a donné envie de discuter des liens qu'entretiennent ou que devraient entretenir les sciences et la pensée, ou pour le dire de façon plus disciplinaire et donc sans doute plus réductrice, les sciences et la philosophie. A priori, et même a posteriori, la démarche de la science n'a pas grand-chose à voir avec celle de la philosophie. On peut même dire qu'il s'agit de deux modes étrangers l'un à l'autre d'exercice de l'activité intellectuelle. Ils ne traitent pas des mêmes problèmes, ne mettent pas en jeu les mêmes raisonnements ni les mêmes facultés, ils ne reposent pas sur le même type d'organisation sociale et ils ne répondent pas aux mêmes finalités. Pourtant, tout en étant très différentes, ces deux activités sont peut-être animées par une même visée qu'on pourrait appeler la connaissance au sens large, de sorte que même si elles sont éloignées l'une de l'autre, elles ne sont pas sans lien. Et si elles ne sont pas sans lien, leur dialogue ne devrait pas être impossible. Bien construit, il aurait l'avantage d'offrir à la philosophie l'occasion d'un renouvellement de ses problématiques, et symétriquement, il donnerait aux sciences, guettées par les dangers de la spécialisation, l'occasion d'entretenir leur créativité conceptuelle et de mieux penser leurs avancées. Bref, les deux parties y gagneraient certainement en vertu de deux lois qui sont faciles à vérifier. La première loi est que le mépris affiché par certains penseurs à l'égard de tout ce qui rappelle de près ou de loin la science ne fait pas de lui-même souffler le vent de la pensée. Il ne suffit pas de dénigrer la science pour favoriser la culture, ni même pour la préserver. La seconde loi est que la possession de connaissances scientifiques de haut niveau et l'habitude de la démarche scientifique ne constituent pas de par elles-mêmes un moyen de défense efficace contre la mauvaise philosophie et encore moins une garantie pour bien penser. Et pour discuter de tout cela, et sans doute de beaucoup d'autres choses, j'ai invité un philosophe, et pas n'importe lequel. J'ai invité Heinz Wiesmann. Bonjour Heinz Wiesmann. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes helléniste. En 1986, vous avez fondé au CERF une collection qui s'intitule Passage. Et si je vous ai invité, c'est parce que justement, c'est cette question du passage entre les différentes façons de tisser la pensée que je voudrais discuter. Alors, ma première question, c'est est-ce que la science vous intéresse ? Et si vous pouviez répondre oui, surtout la physique, ça m'arrangerait. Moi, je dis oui. Ça vous... Alors, vous savez que les scientifiques ont longtemps reproché à Heidegger sa fameuse phrase « La science ne pense pas ». Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase exactement ? Est-ce qu'on l'a bien compris ? Comme à nous tous, il arrive aux scientifiques de ne pas penser. Mais la science, il est impossible d'en dire quoi que ce soit de globalement juste, puisqu'elle est un ensemble de démarches. Ce que Heidegger avait en tête est évidemment quelque chose que seuls les philosophes arrivent à apprécier ou à rejeter, comme c'est mon cas. Il s'imaginait que la pensée devait renoncer à toute forme de représentation. La réalité qu'il s'agissait de penser n'était pas représentable et ne pouvait pas être enfermée
dans des équations, par exemple, ne pouvait pas être appréhendé à travers des concepts seulement, puisque l'être, comme dit Heidegger, est au-delà des étangs. Alors, les étangs, ce sont les choses qu'on peut se représenter, par exemple, sous forme d'idées. Le mot idée vient de vidéo, enfin c'est la racine commune au grec et au latin. Et donc ce que l'on peut voir ne relève pas de la pensée. La pensée se tourne vers l'ineffable et l'invisible, ou peut-être plus profondément encore vers quelque chose qui est proche du néant. Et Heidegger soutient que la vraie pensée doit penser le néant qu'est l'être. Mais pourtant, les physiciens, ils s'occupent de l'invisible. Alors comment se fait-il qu'il leur a reproché de ne s'intéresser qu'à ce qui est observable? Il avait simplement une conception de la science qui n'était pas au point. Il prenait la science traditionnelle, celle qui pensait pouvoir enfermer la totalité du réel dans une représentation, quels que soient les moyens conceptuels, comme ça a été dans la métaphysique classique, ou moyens plus sophistiqués qu'il assimilait à la métaphysique classique, puisqu'il s'agissait pour lui essentiellement de tourner le dos à cet effort inauguré par Platon, de voir ce qui est. Mais est-ce qu'il a raison, enfin je le rappelais dans l'introduction, de dire qu'il y aurait en fait deux sortes de pensées, une pensée qui calcule, c'est celle des scientifiques, et puis une pensée qui médite, qui est dans la métaphysique justement, et ces deux pensées seraient en concurrence, et ce qu'il reproche à la science, c'est pas tellement de penser selon son mode, c'est de penser selon un mode qui a envahi toute la pensée. Enfin, moi je dois dire que ça m'agace beaucoup de devoir toujours parler de cela, parce que c'est tellement banal que de soutenir qu'il existe une manière de se rapporter à l'existence, par exemple, qui n'a évidemment pas la forme de la démarche scientifique. Je peux méditer tout seul dans mon coin. C'est tout à fait honorable. Mais opposer ce geste-là en faisant quelque chose comme plus profond, disons, plus estimable aussi, que notre effort qui vise à saisir le réel, pour nous y installer, pour nous en accommoder aussi. Ça me paraît absurde. Donc on comprend là, Heil Wiesmann, que vous n'êtes pas tout à fait heideggerien. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans la science, enfin, dans la physique? La science est la fille légitime de la philosophie. C'est un prolongement de la philosophie. Il suffit de se souvenir du début de la philosophie. La philosophie naît lorsque un certain nombre de Grecs tournent le dos à l'autorité de la tradition. Dans toutes les grandes civilisations du monde, c'est la tradition qui fournit la connaissance. Or, cette tradition, en grec sophia, a été abandonnée par ceux qui s'appelaient philosophes depuis Pythagore. Et les philosophes plaçaient ce qui était à connaître dans une distance qu'il fallait franchir. D'où l'effort que Platon d'ailleurs assimile à l'éros, c'est-à-dire au désir au sens large, l'effort qui doit nous permettre de franchir la distance qui nous sépare de ce qu'il s'agit de connaître. Or, la science partage avec la philosophie ce geste-là. Un vrai scientifique ne va jamais se reposer sur la tradition même de sa propre science. Il va s'en servir pour bondir plus loin. Eh bien, ça, c'est un geste authentiquement philosophique. Alors, vous avez entendu parler, j'imagine, de la grande découverte en physique de 2012, le boson de Higgs. Est-ce que ça vous a intéressé comme philosophe ou simplement comme spectateur de la physique en train de se faire? Non, mais j'ai été très frappé par la manière dont on a essayé de présenter cet étrange objet. La particule de Dieu. Enfin, c'est quelque chose qui semble d'aucune manière ressembler à ce que nous connaissons. C'est-à-dire, c'est un objet qui partage ses propriétés avec ce qu'il n'est pas, si j'ai bien compris. C'est un objet qui n'a pas de masse. Comment peut-on imaginer une chose Si, il a une masse. Le boson, il a une masse, grosse masse. C'est pour ça qu'on a eu du mal à le trouver. Il est très lourd. Il est lourd. Et ça, d'ailleurs, sa masse vient de lui-même. C'est très compliqué. Bon, ben là, je suis largué, évidemment. Mais ce que j'ai retenu quand le directeur du CERN a annoncé la mise en évidence, parce que c'est pas une découverte, puisqu'on connaissait par hypothèse, dans les modèles standards de la physique, on connaissait... Il était dans les équations, il n'était pas encore dans la détection. Voilà. Alors, quand on a présenté cet objet, ce qui m'avait terriblement frappé, c'était la réflexion qui s'amorçait et qui s'arrêtait tout de suite
sur le rapport que cet objet, qui est donc une réalité positive puisqu'on a pu la visualiser, le rapport que cet objet entretient avec le vide, avec les énergies du vide, avec ce qui dans le vide n'est pas du néant. Alors je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Avatars du vide, justement, qui parle surtout des travaux de Démocrite, enfin de ce qui nous reste, de ses travaux en tout cas. Oui. Alors le vide, c'est un mot qui est partagé justement par les scientifiques et les philosophes, mais est-ce qu'ils y voient les mêmes choses? Le vide des physiciens n'est pas vide, il est plein de choses, notamment plein de bosons de Higgs, il a de l'énergie. Le vide de Démocrite, c'est pour ça que je parle des avatars du vide, il est plein de choses qu'il appelle atomes. Or, atome, dans son langage, c'est pas un petit corps, c'est pas un corpuscule. On lui a prêté plus tard, après Épicure, on lui a prêté l'idée qu'il y avait des corps infiniment petits qu'on n'arrivait plus à diviser. Eh bien, ça, c'est tout à fait postérieur, c'est postérieur à Aristote. Ce que Démocrite soutient est une chose tout à fait actuelle. Il dit que le vide se propage sous la forme de trajectoires d'énergie que sont les atomes. Les atomes, d'ailleurs, simplement pour que vous ne pensiez pas que je raconte des blagues, chez Démocrite, atome, ce n'est pas un neutre, parce qu'en grec, le neutre, c'est le corps, soma, et on parle toujours d'atoma, au pluriel. En fait, c'est un féminin, atomos. Et dans les petits textes qui nous sont parvenus, c'est chaque fois un féminin qui se rapporte à idée, idéa. Et donc, ce n'est pas un corps. C'est l'idée de l'indivisibilité, mais comme problème. Comment peut-on représenter l'indivisibilité? Et là, il fait appel au vide, c'est-à-dire un grand vide qui est en expansion continue et dans lequel se forment comme des trajectoires d'énergie qu'il appelle atomes et qui ne sont pas tridimensionnels, ce n'est pas des corps, c'est bidimensionnel. Il les compare d'ailleurs au tracé de l'écriture. Il y a une phrase de lui qui est très très énigmatique. Il dit mais si on peut faire un nombre considérable de tragédies avec 24 lettres de l'alphabet, on doit pouvoir faire des mondes innombrables avec les atomes. Autrement dit, Wiesmann, si je comprends bien, lorsque nous physiciens nous expliquons à nos étudiants que Démocrite, Leucippe, Lucrèce, Épicure, qu'on met dans le même sac, ont inventé à des périodes à peu près identiques l'idée d'un corpuscule insécable, on dit une bêtise. Oui, c'est une vraie bêtise. Mais il faut expliquer d'où elle vient. On la répète souvent. Oui. En deux mots, parce que tout ça est évidemment compliqué. On doit à Aristote une dénonciation biaisée de l'atomisme de ces drôles de gens qui vivent au nord de la mer Noire, à Abdère, au point que le nom d'abdéritain est devenu dans l'Antiquité synonyme d'idiot. C'est des idiots qui s'imaginaient qu'on pouvait arrêter la division spatiale des choses. Et Aristote prête à Démocrite et à Leucippe l'idée que l'atome est un corps. Donc il transforme le féminin qui se rapporte à idée en un neutre qui se rapporte à corps. Et à partir de ce moment-là, Épicure, Lucrèce, mais jusqu'à Marx dans sa thèse sur Démocrite et Épicure, on taxe les atomistes premiers, les philosophes de matérialisme. Ça veut dire que l'atome a été victime de la théorie du genre? Un peu. Il faut comprendre qu'au début du 19e siècle, enfin, après Hegel, quand soudain le matérialisme est à la mode, on découvre les atomistes tels qu'Aristote les a caricaturés. Et on dit, mais ils étaient formidables, c'était des matérialistes comme nous voulons l'être. Et du coup, un éloge a été fabriqué qui a été
définitivement fatale à la tradition philosophique de l'atomisme premier, puisque rien ne tue plus sûrement qu'un éloge mauvais. Mais pour en revenir au vide, qui est lié d'ailleurs aux idées que vous développez autour de ce qu'a dit Démocrite, comment est-ce qu'on peut imaginer que les philosophes et les scientifiques s'accordent sur ce qu'on appelle le vide ? Enfin, pas directement, parce que, évidemment, les philosophes sont dans une spéculation métaphorique. Est-ce que Il n'y a pas de mathématiques, par exemple, pour dire avec plus de précision ce qu'on pense, mais ce qu'on essaye de penser est la même chose. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. La spéculation philosophique initiale a le même objet que la science. Et opposer, et c'était ça notre point de départ, opposer la science à la philosophie ou la philosophie à la science, ça n'a aucun sens. Mais il faut comprendre que la spéculation philosophique, à son origine, utilise des outils de raisonnement qui ne sont plus du tout ceux de la science contemporaine. Donc mais l'objet est le même. L'objet est le même, mais pas le langage. Pas le langage. Alors justement, vous avez écrit un livre, Heinz Wiesmann, qui s'intitule « Penser entre les langues », puisque vous êtes né en Allemagne, vous vivez en France, vous avez beaucoup réfléchi en tant qu'Européen à la façon de traduire les langues, de traduire les idées, et vous avez montré qu'on pense en fait entre les langues, et pas dans une langue donnée, qu'il faut toujours la mettre en concurrence avec d'autres langues pour comprendre ce qu'elle dit vraiment. Et s'agissant de la physique, dont le langage est un langage essentiellement mathématique, comment la transporter d'abord dans le langage commun, et puis dans le langage plus élaboré des philosophes? Il faut comprendre, il me semble que le discours de la science ne peut pas fournir un discours sur la science. D'ailleurs, il suffit de lire les mémoires des très grands prix Nobel, Einstein en tête, pour s'apercevoir qu'à la fin de leur vie, ils ont une sorte de besoin de parler de ce qu'ils ont fait et ce en quoi ils ont excellé, non pas dans le langage de leurs confrères scientifiques, mais dans le langage commun. Pourquoi ? Parce que pour justifier l'investissement considérable de nos sociétés dans la science, il faut que la science fasse partie de la culture commune. Et pour qu'elle fasse partie de la culture commune, il faut qu'elle puisse parler aux gens. Et cela nécessite une traduction. Or, ces traductions, c'est terriblement risqué parce qu'on peut toujours trahir ce qu'on traduit. D'où la nécessité de faire un travail approfondi sur le pouvoir des langues, sur leurs différences. Ça vaut même pour des langues très proches comme le français et l'italien. Pour aller de l'une à l'autre, on doit faire un certain nombre d'acrobaties qui sont tout à fait intéressantes pour la pensée. Alors, passer du langage mathématique des sciences fondamentales à notre langue de tous les jours, ça suppose des qualités de poète. Sans doute, mais Einstein, il a écrit en effet sur ce qu'il avait fait, il a essayé d'expliquer la relativité, par exemple, dans un langage que tout le monde peut comprendre, mais il y avait aussi le souci, sans doute, de témoigner de la révolution qu'il avait faite. Il est le seul à pouvoir raconter l'impression qu'il a eue avec d'autres grands physiciens. Et il avait besoin d'être légitimé. Le sol s'effondrait sous leurs pieds, ils ne comprenaient pas l'atome, ils ont dû inventer la physique quantique, ils voyaient qu'il y avait une révolution, évidemment dans le domaine de la physique, qui était leur domaine principal, mais aussi qu'elle engendrait une révolution conceptuelle sur le rapport à la réalité. Et donc, je pense qu'ils ont fait cela aussi parce qu'ils voulaient alerter les philosophes et leur montrer qu'il se passait des choses qui devraient les intéresser, que les bouleversements de la physique étaient aussi des chocs pour la pensée. C'est évident. Mais il y a l'autre aspect de la chose, c'est-à-dire il s'agit de prouver qu'on n'est pas en train de dérailler. Parce que dans la conscience commune, les avancées les plus déterminées et déterminantes de la science posent un problème, puisque rien que le mot relativité, pour quelqu'un qui est dans sa cuisine en train de faire cuire un steak, ça pose un vrai problème. Ou bien il pense que ça n'a aucun sens, que ces gens-là ont une espèce de folie, ou bien il se dit je ne comprends rien, et comme je ne comprends rien, je ne peux rien en dire, et je suis écarté, et ça crée du ressentiment. Les scientifiques sont aujourd'hui objet d'un ressentiment généralisé dans la société qui est à la mesure de leur prestige.
Mais vous êtes d'accord quand même pour dire qu'on ne peut pas installer la physique et ce qu'elle dit dans le langage commun. Non, il faut traduire. Il faut traduire, mais il faut aussi déplacer, parce que la physique, elle se met à l'écart du monde empirique tel qu'on peut le regarder autour de nous. Ce qu'elle dit, c'est le contraire de ce qu'on observe, puisque ces lois, en général, contredisent l'observation. Elle nous dit, par exemple, que tous les corps tombent à la même vitesse, et nous voyons que les balles de ping-pong tombent moins vite que les boules de pétanque. Donc, il y a quelque chose dans ce que dit la physique qui est en rupture avec le sens commun, avec l'observation. Oui, c'est contre-intuitif. Et comment la ramener dans ce qui relève de l'intuition? Enfin, ça, c'est votre job. Non, mais j'ai besoin d'aide. Donc, j'en cherche auprès de vous. Et surtout, on se fait très souvent attaquer par les uns et les autres, par les scientifiques parce qu'ils pensent qu'on les trahit, et par les gens du commun, parce qu'on reste encore tout à fait ésotérique. Je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est un effort poétique, mais poétique au sens étymologique du terme. Il s'agit de créer. Et une société qui ne parvient plus à intégrer dans le discours intelligible par tous ceux qui font un petit effort pour y accéder, est une société qui court un grand risque. Lequel? C'est un effondrement général qu'on appelle réaction. C'est-à-dire la réaction peut être, je disais ressentiment, mais on peut parfaitement considérer que le progrès est mortifère, que ce qui nous dépasse doit être à tout prix évité. Et puis on nourrit le soupçon. Maintenant, il existe toutes sortes de pseudo-scientifiques qui sont en fait des critiques de la science. Et ça parle aux gens. Il y a une espèce de disposition d'esprit que je trouve extrêmement dangereuse pour la société dans laquelle nous vivons, où les scientifiques qui travaillent à la pointe du progrès scientifique sont suspectés parce que ce qu'ils font, personne ne parvient à le comprendre. Et là, il y a un travail à faire, et les médiations ne sont pas automatiques, et on ne peut pas compter sur une langue existante. Il y a un travail sur la langue à faire, et je suis tout à fait convaincu que c'est un travail poétique d'une espèce très particulière. Donc on va songer à une reconversion, mais dans votre livre, Agisman, qui s'intitule « Pensée entre les sciences », vous faites la distinction entre les langues que vous appelez dénotatives et les langues qui sont connotatives, qui amènent à des émotions, qui font partager autre chose qu'un simple message. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait mettre sur pied, une langue connotative pour parler de la science? Mais la connotation, en fait, on appelle ça une métaphore. C'est-à-dire qu'un mot, quand je dis à quelqu'un « t'es un âne », ça ne veut pas dire, ça serait purement dénotatif, que tu es un animal gris avec de longues oreilles. Quand je dis t'es un âne, de manière connotative, je veux dire que t'es un imbécile. Voilà, vous me regardez avec insistance, ça me met mal à l'aise. Mais... Parce que la langue dont nous disposons, la langue naturelle, historique, a des ressources absolument extraordinaires dans la mesure où elle nous permet de glisser d'un mot à un autre par le pont de la métaphore. La métaphore est une espèce d'instrument qui est à l'origine d'ailleurs de nos langues de culture, dans la mesure où la métaphore nous permet de baliser quelque chose qui n'a encore jamais été dit, à l'aide de mots dont on dispose. Et la poésie est typiquement cela. Vous utilisez les mots de tous les jours, les mots de la langue non ordinaire, et puis les chargez grâce à un artifice. Vous les chargez d'un sens métaphorique, d'un sens second. Et c'est sur cette pente, si j'ose dire, que le travail est à accomplir. Alors le problème de la métaphore, c'est que, en effet, on peut toujours en trouver qui rapproche ce qu'on a découvert en physique de ce qu'on connaît par ailleurs. On établit une sorte de correspondance qui a l'air d'aider à comprendre. Mais si je prends l'exemple du boson de Higgs, pour le faire comprendre, on dit, voilà, l'espace n'est pas vide, il est rempli d'un champ, qui est l'équivalent d'un champ de neige. Les particules sont sans masse, mais elles ont des skis qui sont plus ou moins bien fartés. Voilà. Celles qui ont des skis très bien fartés glissent sans frottement, leur masse est nulle, et leur vitesse est celle de la lumière. Celles qui ont des skis mal fartés frottent, vont moins vite que la lumière, et leur masse est non nulle. Donc la masse est une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. Oui, c'est un effet d'inertie, pourrait-on dire. Donc ça, c'est une métaphore. Ouais. Le problème, c'est qu'elle contient des choses qui ne sont pas exactes,
Donc on peut retenir l'idée que la masse des particules vient d'une interaction avec le vide qui n'est pas vide, mais il ne faut pas aller trop loin parce que sinon on va perdre l'originalité de ce qui se passe réellement pour les particules que le langage ne peut pas dire. Et donc est-ce que la métaphore ne doit pas toujours, lorsqu'elle est proposée, inclure une critique qui dise ce qu'on en retient et ce qu'on en laisse? Absolument, l'autocritique de la démarche métaphorique, c'est le propre de la poésie. La poésie n'installe pas une métaphore triomphante pour déclarer que dans cette métaphore tout est contenu. Le travail poétique, c'est précisément un travail critique sur la métaphore, mais pas pour l'abolir, mais pour la différencier, pour l'enrichir, pour la pousser plus loin, pour greffer de nouvelles métaphores. On ne va pas prétendre que le boson de Higgs est juste une paire de skis insuffisamment fartés. C'est une très jolie métaphore parce que elle contient du vrai. Elle contient du vrai. Elle contient du vrai. Mais c'est pas toute la vérité, ça va de soi. Donc il faut encore travailler un peu plus. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. L'article, ou les 2 articles qui ont été publiés en 1964 par 3 physiciens qui avaient eu cette idée du boson de Higgs, sont des papiers qui font 1 page et demie. 1 page et demie de calcul, publiés dans, même pas des articles, c'était des lettres. Et la machine qu'il a fallu construire pour détecter cette particule prédite par des petits calculs, eh bien, c'est le LHC au CERN qui fait 27 km de circonférence, qui a coûté 3 milliards d'euros et qui a fait travailler des milliers et des milliers de physiciens, d'ingénieurs, de techniciens pendant des décennies, 48 ans au total. Et donc, il y a là une mesure de la distance à laquelle se trouvent ces choses qu'on arrive finalement à détecter. C'est pas une distance spatiale, c'est une distance dans le domaine de l'abstraction, on pourrait dire. Alors, est-ce que Démocrite, pour revenir à lui, si on lui avait parlé du boson de Higgs, un peu comme je l'ai fait, est-ce qu'il aurait dit ouais, ça me surprend pas, c'est des choses que j'avais envisagées, ou est-ce qu'il aurait eu un étonnement comparable à ceux qui ont appris cette nouvelle en 2012? Il aurait eu un étonnement averti, dans la mesure où l'horizon dans lequel ces choses improbables s'inscrivent, sa spéculation l'avait abordé. Il avait notamment, il y a des fragments qui sont conservés, qui parlent de ce que nous appelons l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance. Et Démocrite dit, il ne faut pas rêver, nous sommes séparés du réel. Le réel tel que nous pouvons l'éprouver, il invente un mot pour ça. C'est pas le mot vérité, c'est l'éprouvable ou ce qui peut être expérimenté. Eh bien, est dans l'abîme. Il veut dire par là que le réel va se dérober en direction du néant. Mais en même temps, est-ce qu'on peut comprendre cette sorte d'efficacité opératoire de la physique? Quand même, c'est une particule qui a été prédite à partir d'arguments mathématiques 48 ans avant sa détection. Donc, le fait qu'elle ressemble exactement à ce qu'on avait calculé est le signe, non pas qu'on décrit le réel, mais au moins qu'on le touche. Sinon, ça serait un miracle. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on touche le réel sans jamais l'atteindre? Non, mais il n'est pas atteint parce que le CERN continue à fonctionner et on va pousser le bouchon plus loin. Et dans quelle direction? En direction du vide. Parce que le vrai problème de la physique, c'est maintenant devenu tout à fait clair. Ce n'est pas d'établir qu'il y a là quelque chose, là autre chose, mais de trouver ce qui fait que ces choses existent. Et ça conduit nécessairement à s'interroger, comme on disait tout à l'heure, sur ce qu'il peut y avoir dans le vide. Et pour moi, philosophiquement, si je puis me permettre de dire ça, la méthode la plus appropriée développée par les philosophes au XIXe siècle, à la suite de Leibniz, c'est la méthode infinitésimale. C'est-à-dire une analyse de ce qui se passe quand on va vers zéro. Et donc la science telle que Démocrite l'aurait appréhendée à travers son idée qu'elle n'a pas à avoir affaire à des positivités ultimes. Toutes les positivités sont positives puisqu'on les met en évidence, mais aucune n'est ultime, parce que derrière toutes ces réalités positives, et le boson est encore une réalité positive, il y a quelque chose qu'il s'agit de trouver qui est dans l'abîme du néant, tel que lui l'aurait conçu, et en fait c'est le vide. Est-ce qu'on pourrait l'appeler le fond des choses? Oui, le fond, mais sans fond. Parce que le fragment que je cite, c'est tellement, je trouve, actuel. Quand Démocrite dit que
nous sommes à l'écart du réel. Ça, c'est la situation de l'homme. Et donc, il cherche cette réalité, sachant qu'il est à l'écart, et donc il va la chercher plus loin que dans ce qu'il voit. Puisqu'il se dit, l'écart, il faut quand même que je le creuse. Et donc, je vais vers quelque chose qui se dérobe à ma perception, même à ma conceptualisation. Je développe des techniques pour le faire. Et sa conviction, c'est que ce qu'il s'agit en réalité d'atteindre, sans qu'on puisse jamais y parvenir définitivement, c'est un fond sans fond. Or, ce fond sans fond, il l'appelle le grand vide. Par opposition au petit vide, le petit vide, c'est le vide spatial qu'il y a entre deux corps, par exemple, qui est circonscrit par l'existence des corps. Tandis que ce qu'il appelle le grand vide, c'est la dynamique même de l'expansion. Et du coup, c'est très très proche de l'univers en expansion, comme hypothèse de départ purement spéculative. Elle n'a rien à voir avec la physique contemporaine dans sa concrétion. Parce que Démocrite imagine ensuite que les atomes, qui sont donc comme des filaments, se propagent avec un certain rythme dans le grand vide. Or, le mot rythme a beaucoup troublé Aristote, qui dit non, ça veut dire forme. Or, rythme est un concept dynamique. Et ça résonne avec un certain nombre de théories contemporaines de la physique. Ça ne veut pas dire que ce soit la même chose. La théorie des cordes. La théorie des cordes, par exemple. Mais vous voulez dire qu'Aristote a falsifié Démocrite ? Aristote a sciemment falsifié Démocrite, et ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de la pensée qu'on a affaire à une falsification idéologique. Aristote ne voulait pas que l'on puisse aller au-delà de ce qui est présent dans le réel, ce qu'on appelle une ontologie. Pour lui, le cosmos, c'était la totalité du réel, mais présente à elle-même, sans aucune faille, sans aucun trou, sans aucun ailleurs. Et alors viennent les types d'Abder qui de toute façon vivent, je sais pas, des milliers, je sais pas combien de kilomètres, mais plus de 1000 kilomètres d'Athènes, et soutiennent soudain que ce qu'il s'agit de connaître, c'est ce qui se dérobe, c'est pas ce qui se présente. Aristote dit ça, c'est pas possible, et donc pour les discréditer, il leur prête l'idée qu'ils croient à l'existence de minuscules corpuscules qu'on ne parvient plus à sectionner. Et il dit, à juste titre, dans ce cas, une opération de pensée peut toujours poursuivre la division. Et donc il dit, ça tient pas debout. Seulement, il falsifie absolument tous les fragments. Et c'est à cause de ça que Épicure, qui vient après Aristote, n'a pas pu faire autrement que de présenter l'atome sous forme d'un minuscule corps. Et Lucrèce fait pareil. Après Aristote, il n'est plus possible de parler comme Démocrite, peut-être naïvement d'ailleurs, l'a fait. Après Aristote, il faut s'inscrire dans la voie royale de la philosophie, c'est-à-dire de l'ontologie, le discours sur ce qui est. Dans un tel discours, on ne peut pas dire que ce qui est repose sur ce qui n'est pas. Or, il y a un fragment de Démocrite absolument extraordinaire où il dit que ce qui est n'est pas plus que ce qui n'est pas. Alors, ce pas plus que, c'est une interface à analyser, parce que, je veux dire, d'abord c'est contradictoire, ça n'a aucun sens si on le prend à la lettre. Mais lui soutient que les atomes sont l'autre face du vide. Et là, les skis malfartis font leur réapparition. Parce que tous les atomes sont d'une certaine manière des concrétions du vide, de son énergie en expansion absolue. Je vais dire ça, la spéculation antique l'avait parfaitement entrevue. Et ensuite, il y a eu une espèce de verdict philosophique dû à la métaphysique traditionnelle qui a oblitéré cela jusqu'au XXe siècle. Mais alors, Hein Wiesmann, si je comprends bien, Démocrite aurait également critiqué comme une illusion le fait d'espérer obtenir un jour une théorie du tout, c'est-à-dire impossible de trouver un point final avec une sorte de cartographie complète du réel. Non. Ça, c'est la conséquence de cette manière de voir les choses, c'est que le rêve d'avoir la possibilité de représenter la totalité de ce qui est, c'est-à-dire de le rendre présent, est un rêve impossible à réaliser. Et alors là, le philosophe qui a repris le flambeau, mais des millénaires plus tard, c'est Kant, qui a toujours soutenu que la science est un mouvement asymptotique.
Elle ne saurait jamais parvenir à la totalité du réel. D'ailleurs, ce qui l'a fait avancer, c'est le rêve de parvenir à la totalité, ça l'a fait marcher. Mais elle n'y parviendra jamais et toutes ces découvertes s'inscrivent dans le mouvement vers ce grand tout que... Mais il faut y aller quand même. Il ne faut y dénonce aller. pas la recherche au motif que la Non. conclusion est impossible. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Mais il faut être averti, et philosophiquement averti, je dirais, en se souvenant d'où vient la philosophie, que cette démarche, qui est un rêve, ne va pas aboutir. Mais chemin faisant, elle va nous procurer d'extraordinaires découvertes. Et donc, c'est pas perdu pour autant. il faut construire un autre accélérateur que le LHC, plus cher, plus gros, 100 km de circonférence, pour faire un pas de plus qui n'est pas le dernier pas. Absolument. Bon, c'est un argument qu'il faudra adresser. C'est au très ministre difficile de la à Recherche, défendre ouais. devant les politiques, surtout par les temps qui courent. Qui aiment l'idée de conclusion. Ils aiment l'idée qu'on va Bien enfin sûr. comprendre l'entièreté du mobilier ontologique de l'univers. Voilà, ils veulent surtout savoir à quoi ça sert. Or, la science, elle sert essentiellement à connaître ce qu'on a envie de connaître. Elle ne sert pas directement ni l'industrie, ni la technologie Enfin, avancée. quand- C'est des retombées. Quand Thomson a découvert l'électron, il ne savait pas que ça donnerait l'électronique. Quand on a découvert le boson, peut-être qu'on a inventé sans le savoir la bosonique. Ouais, L'avenir le dira. Enfin, sa durée de vie est très courte. Hein. C'est 10 puissance moins 23 secondes. Il est peu probable qu'on fera des instruments ou des médicaments avec. c'est très peu probable. En revanche, pour la pensée, c'est une extraordinaire découverte. Oui, parce que ça défait le lien qu'on a longtemps fait depuis Newton entre la notion de Voilà. masse et la notion de matière. Voilà. La masse des particules ne vient pas d'elle-même, elle vient du vide. C'est parce Elle que le vient du vide n'est vide, pas vide ouais. que les particules ont une masse. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait intéresser les philosophes. Oui. Est-ce que certains l'avaient pensé, ça? Est-ce que c'est une idée qui s'impose à nous par la physique? Non, mais c'est Simplement pour par ça elle, que je ouais. parle de Démocrite et des atomistes premiers, parce que spéculativement, ils avaient entrevu ça. Et il y a dans la logique de Hegel une note où Hegel dit mais il faut pas raconter que Démocrite et Leucippe étaient des matérialistes. C'était des idéalistes au sens supérieur du terme, écrit-il. Et pour expliquer ce qu'il entend par idéaliste au sens supérieur du terme, il dit ils ont essayé de pousser le plus loin possible la recherche de l'un, mais de l'un qui serait non pas un tout, mais qui serait la partie la plus infime de tous les tout possibles. C'est ça son idée. Et donc, il l'écrit en toutes lettres. Il a dit d'ailleurs, il faut pas croire que les atomes de Démocrite, ce soient les molécules de Monsieur Dalton. Parce que Dalton, le chimiste. le qui a- chimiste, parce que c'est son époque. Alors là, le philosophe est tout à fait, je dirais, sur la même longueur d'onde que la science contemporaine la plus avancée. Et donc, dans l'histoire de la philosophie, c'est pour ça que je me suis intéressé au premier atomisme, on va trouver régulièrement, chez Kant de toute façon, on va trouver régulièrement une manière de penser philosophiquement qui ne soit pas en contradiction avec ce que la science la plus avancée est en train de découvrir. Et c'est là, et comme ça on peut revenir à M. Heidegger, c'est là que la pensée est la même. Elle opère simplement différemment, elle produit des effets différents, mais il y a une convergence, je veux dire, native alors, entre la autrement dit- philosophie et la science. Autrement dit, si je comprends bien Heinz Wiesmann, d'habitude on dit, voilà, Démocrite a pensé l'atome avant tout le monde, on a découvert l'atome au XXe siècle avec l'article d'Einstein de 1905, les travaux de Jean Perrin qui prouvent qu'il existe des atomes, et on dit, voilà, on a découvert l'atome prédit par Démocrite, sauf que l'atome qu'on a découvert n'a pas les propriétés qu'on attribuait dans l'Antiquité aux atomes. Est-ce que Non, vous nous non, dites non, c'est que- le contraire. Non, non. L'atome qu'on a appelé atome était visiblement pas atome parce qu'on pouvait le diviser. L'atome de Rutherford, par exemple, tout ça, il y a des électrons, un noyau. Donc, on a abusivement appelé atome une chose qui n'était pas atome. Et ensuite, on a critiqué Démocrite de l'avoir appelé atome. C'est absurde parce que ce que Démocrite dit, c'est que il y a une idée d'indivisibilité qui, elle, fait problème. Et qu'il faut creuser pour aller le plus loin possible vers ce qui ne se divise plus. Alors du coup, l'atome qui a été divisé, ce n'est pas l'atome de Démocrite, puisque l'atome de Démocrite, c'est l'idée d'indivisibilité. Atomos idea. Alors c'est peut-être le quark,
Ça peut être le quark, ça peut être beaucoup de choses qui, Si je comprends bien, il faut refaire toute l'histoire. Non, il faut surtout faire de l'histoire sans être victime de ce qu'on peut appeler des falsifications idéologiques. Alors, Hein Wiesmann, c'est bientôt la fin, il nous reste 3 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de politique. Chacun sait que vous êtes un grand Européen, que votre expérience des langues européennes vous a aidé à penser l'Europe. Quelles seraient les bonnes façons pour vous de réhabiliter aujourd'hui l'idée européenne? Le CERN en est une, puisque ce laboratoire est une institution européenne qui n'a pas fait école, mais qui a, dans les années 50, fait travailler ensemble des physiciens qui étaient amis avant la guerre, mais dont les pays s'étaient fait la guerre pendant la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose d'européen dans ces histoires. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire avancer l'idée européenne aujourd'hui qui est recroquevillée dans les questions économiques? Il faut déjà comprendre que ce que nous appelons Europe, ce n'est pas une réalité naturelle, puisque c'est un minuscule promontoire de l'immense continent asiatique. Eh bien, l'Europe naît d'un geste de pensée. Et ce geste de pensée, c'est le mythe d'Europe que Zeus, transformé en taureau, enlève à sa famille, une famille asiatique. Hein. Les deux sœurs s'appellent Asie et Libye dans l'Europe, et la sœur de l'Asie et de l'Afrique. Libye, c'est l'Afrique. Eh bien, la séparation, c'est-à-dire la crise, en grec, krino veut dire séparer. La crise qui propose ensuite un développement critique, eh bien, c'est le geste fondamental européen. Ça distingue la civilisation européenne de toutes les autres civilisations du monde qui sont fières, et à juste titre, de rester fidèles à leurs traditions. Tandis que ce que les Européens ont fait, ils ont constamment écarté la tradition et son autorité au profit de quelque chose qui devait aller plus loin, qui devait enrichir, et puis avec des renaissances, ils sont revenus en arrière, ils ont réévalué le passé. Et alors, je soutiendrai très volontiers que la science, c'est l'âme même de l'Europe. Or, les difficultés qu'on a à faire parler correctement de la science sont les mêmes difficultés que rencontre un discours sur l'Europe. Parce que l'Europe n'est pas une identité culturelle, c'est pas les 1000 cathédrales chrétiennes. Ce n'est pas ça. L'Europe est un geste, c'est pas un germe. C'est un geste qui doit se répéter au cours de l'histoire et qui reste à répéter. Cette phrase, la science, c'est l'âme de l'Europe, c'est une phrase qui me plaît beaucoup. Elle sera donc la conclusion de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Hein Wiesmann, on vous écouterait des heures, mais nous devons conclure. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Stéphane Beaufils et Yvan Charby, et à la réalisation François Connac.